Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et vous le savez, je suis accompagné par Emric. Salut. Et il paraît qu'on est là pour parler encore de Strixhaven, hein, comme Oui. pour un petit moment là, il paraît. Donc ouais, aujourd'hui on va continuer avec les cartes de l'extension Strixhaven, voir un petit peu en dehors des commandants qu'est-ce qu'il y a de bien joli pour notre format dedans, et je pense qu'on va passer encore 2 heures dessus. Non, je déconne, on va essayer d'aller assez vite. Enfin, on essaye, hein, mais on promet pas qu'on va y arriver. On va essayer. Sur ce, on va passer par la phase de pub comme d'habitude. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, où on balance pas mal de news, et il y aura en plus des petites nouveautés prochainement sur les réseaux sociaux, donc bah suivez-nous, il paraît que c'est pas mal. Et surtout, vous avez les news de tout ce qui se passe dans la tour, et également les news de ce qui se passe sur notre Twitch, puisque derrière, il paraît qu'on live assez régulièrement, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver également sur Twitch pour pouvoir profiter de la tour à 200%. Je tiens à remercier comme d'habitude les tipeurs. Oui, pourquoi les remercier ? Parce que ils nous soutiennent financièrement, ça fait extrêmement plaisir, ça fait du bien. Ça nous permet d'investir autant de temps et d'argent dans tout ce bazar qu'est la tour, et ce qui est un gros bazar quand même, mine de rien, c'est lourd. Et également, ça me permet de vivre maintenant, donc voilà, c'est une petite nouveauté, maintenant je vis en partie grâce à ce que vous me donnez via le Tipeee, donc merci à vous énormément. Et si jamais vous souhaitez les rejoindre, écoutez, ça se passe dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Strixhaven et des cartes de Strixhaven plus particulièrement. C'est une édition un peu riche, hein, je trouve, Emric, je sais pas ce que t'en penses. C'est vachement bien, c'est surtout très équilibré. Ouais, c'est vrai qu'on a préparé le script et on était là, mais en fait, dans chacune des couleurs et tout, t'as des trucs vraiment cool, originaux, pour certains, c'est vraiment sympa. On a des cycles qui sont plutôt cool, on a pas mal de cartes multicolores, honnêtement, je pense que les 2 tiers de la vidéo, ça va être là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a un contenu qui est super intéressant et qui est vachement équilibré, quoi. Donc bon, on va plonger là-dedans tout de suite. On fera évidemment couleur par couleur. Je devrais dire on va commencer par l'incolore, puisqu'il y a des cartes incolores dans ce set. Ouais. Et puis on continuera dans l'ordre comme d'habitude. Je tiens à rappeler évidemment que on a mis les cartes qui semblaient vraiment très intéressantes, mais bien sûr, si vous avez un petit deck sorti de derrière les fagots qui est un petit peu original, ça a l'air assez évident que vous pouvez trouver d'autres cartes qui sont intéressantes en dehors de celles qu'on va citer. Nous, on va parler de celles qui sont vraiment les plus intéressantes, et il y en a quand même pas mal. Bon, du coup, la première carte incolore, parce qu'il y en a, c'est un rituel leçon, qui est un nouveau sous-type de rituel. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais il s'appelle Science environnementale, il coûte 2 mana, de n'importe quelle couleur. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Vous gagnez 2 points de vie. Alors du coup, je pense qu'on va peut-être faire un petit topo avant de parler de la carte en elle-même. Alors du coup, voilà, il y a des éléments en plus ici sur cette carte, donc du coup les leçons. Alors c'est pour ça qu'on a un petit logo en plus en haut à gauche, en fait c'est la leçon. La leçon en fait techniquement elle a rien de particulier comme règle, alors pour le commandeur. En fait il y a des cartes qui ont une capacité qui s'appelle apprenez. En gros je vais l'appeler apprendre, hein, ça a l'air plus franco-français de dire comme ça. Mais en gros c'est apprenez. Et ça permet d'aller chercher dans le sideboard en fait les cartes qui sont des leçons au moment où vous les jouez. C'est une des options possibles, on parlera de l'autre quand on tombera dessus. Mais voilà, et du coup, bon, évidemment en commandeur, normalement il n'y a pas de sideboard, si vous voulez en mettre un, voyez ça avec votre groupe de jeu, hein, si vous voulez les accepter. Mais voilà, globalement l'intérêt principal c'est que dans les formats limités et construits en dehors singleton, enfin en dehors commandeur je devrais dire, eh bien vous avez la possibilité d'aller chercher dans le sideboard, ce qui est plutôt intéressant, il faut l'avouer. Mais pour nous, ça nous intéresse pas trop. Ensuite, il y a un changement de wording, mélanger, on parle de quoi ? On parle de mélanger évidemment la bibliothèque, puisque elle est citée dans la capacité juste avant, donc du coup c'est un changement de wording. Donc voilà, c'est une petite différence. Mais sinon, parlons maintenant vraiment de l'intérêt de la carte, maintenant qu'on a établi tout ça. Comme le montre l'illustration, il y a 2 types de decks qui vont être très contents de pouvoir jouer cette carte, ça va être les decks blancs et les decks rouges. On voit bien au premier plan là, la boule blanche et la boule rouge. Non mais c'est super bien. Bon, c'est toujours pas croissance luxuriante, mais on va pas se plaindre. Pouvoir aller chercher un terrain de base, le mettre dans ta main, c'est un peu de la pioche filtrée, on va dire, plus que du ramp. Mais ça permet à certains jeux qui n'y ont pas accès naturellement
Maintenant, ça leur donne un moyen d'aller chercher un terrain plus facilement et pour pas cher, parce que ça coûte vraiment que 2. Mhm. Les 2 points de vie. Et puis j'ai envie de dire, dans musique ça coûte 0. Dans musique, ça coûte 0. Oui, alors ouais, les prochaines cartes, dans musique, ça coûte 0. Préparez-vous. Attendez-moi ce qu'on sinon, fasse souvent. Le gain de points de vie, c'est anecdotique. Il aurait Oui. pu ne pas être là, on s'en fiche. C'est... Et voilà. L'avantage, c'est les decks blancs et les decks rouges, ils vont pouvoir aller chercher un terrain là-bas. Après, je pense que dans le petit gain de points de vie en plus, ça va faire plaisir au deck. Tu sais, bah, moi j'ai mon Karloff par exemple qui a un deck gain de points de vie. Et je me dis, bah voilà, si je peux aller chercher un terrain et en plus gagner des points de vie, que ça va faire trigger Karloff une fois de plus, je me dis, c'est sympa. C'est le petit bonus cool qui va faire plaisir à certains decks, quoi. Mais c'est vrai que l'élément principal, c'est surtout, bah putain, je peux aller chercher un terrain, quoi, voilà. Ça met dans la main, certes, mais bon. Au moins, comme ça te permet de récupérer un petit terrain en plus, de pas avoir à le piocher, voilà. C'est pas de la rampe, c'est du fixing, de toute façon, donc ouais. La deuxième, donc, c'est Introduction à l'annihilation. C'est un rituel leçon pour 5 incolores. Exiler un permanent non terrain ciblé, son contrôleur pioche une carte. On avait, c'est un énorme rappel au sort de Bataille de Zendikar. Ouais. Celui qui faisait pour 7, tu exiles un permanent ciblé, oui. Ouais, c'est ça. C'était un instant par contre celui-là, ouais. Oui, bon, bah là, ce sera un rituel. Tu donnes une carte au contrôleur du permanent, mais bon, généralement, si tu vas cibler la dîme étouffante ou tu vas cibler un truc bien embêtant en face, donner une carte, c'est pas trop grave, quoi. Ça donne accès à des couleurs qui n'ont pas l'habitude de casser des trucs. Je pense notamment le bleu pour tout en général, hein, parce que le bleu a tendance à ne pas trop détruire. Enfin, il a tendance à exiler, mais pas grand-chose. Même si ça a tendance à changer en ce moment, il paraît. Ouais. Et le noir, là, on avait déjà un truc qui détruisait un enchantement, là, on peut en avoir un autre. Donc c'est pas mal. C'est vrai qu'on manquait parfois de gestion dans certaines couleurs. C'est ça un peu le problème, enfin quelque chose qui m'embêtait dans certaines des couleurs qui existent. C'est en gros, il y a certaines couleurs dans lesquelles tu peux pas gérer certains types de permanents. Et là au moins on a tout en un en fait, c'est ça qui est cool. Et puis dans musique ça coûte 0. On va la refaire, encore. Et encore. Bon, le troisième, oui, d'ailleurs en musique ça sera contente du troisième, c'est Introduction à la prophétie, un rituel leçon qui coûte 3 de n'importe quelle couleur, c'est regard 2, puis piocher une carte. Alors c'est en rituel, évidemment, c'est sûr, on a mis en éphémère en bleu actuellement, on a mis en rituel en bleu pour moins cher, d'accord. Mais l'avantage c'est que là c'est faisable dans toutes les couleurs, et honnêtement, piocher une carte dans n'importe quelle couleur, je pense que même le blanc pourrait s'amuser à jouer ça. Surtout vu le manque de pioche des fois qu'il y a. Ouais, je suis d'accord. Après, oui, effectivement, voilà, c'est pas une carte blanche. Et, tout le monde y a accès, mais pour le blanc, c'est quelque chose de ok. En fait, les couleurs qui avaient déjà des trucs mieux, bah, vont utiliser des trucs mieux, et les couleurs qui avaient rien de mieux utiliseront ça. C'est ça. Ouais, donc voilà. C'est sympa, moi j'aime beaucoup. J'aime ce concept et d'avoir mis ça en incolore pour que certaines couleurs puissent en profiter plus que d'autres. Bon, le gros monsieur, je te le laisse. Ah, ouais. Alors, le prochain, l'archaïque errant. Pour 5, c'est une créature avatar 4/4, et ça dit à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère ou de rituel, il peut payer 2. S'il ne le fait pas, vous pouvez copier ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Et de l'autre côté, explorer les vastes terres. Pour 3, c'est un rituel. Chaque joueur regarde les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque, révèle une carte de terrain et ou une carte d'éphémère ou de rituel parmi elles, puis il met les cartes révélées de cette manière dans sa main et le reste au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Chaque joueur gagne 3 points de vie. On va déjà parler du rituel parce que ça va aller vite. Si vous jouez Group Bug, c'est cool, sinon on s'en fiche. Complètement. Voilà, c'est tout. L'autre côté, par contre... Ouf. Bah ouais. Pour l'instant, c'était quand on avait Étude Ristique et Mystic Remora, c'était tu payes 1 ou tu payes 4 quand tu joues un sort. Puis après, c'était est-ce que tu payes 2 quand tu pioches. Maintenant, c'est est-ce que tu payes 2 quand tu vas jouer un sort. Imagine juste, tu as un départ canon. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux, mais Mana Crypt, Mana Vault, Archaïque, go, c'est ton tour 1. Le mec, il va faire. Il va aller, mettons, même si tu commençais pas, hein, le gars qui va faire au tour 2, il fait je vais Rampant Growth ou je vais faire Culture. Tu payes 2. Ah non. Ok, je vais le copier. Ouais. Tu peux aussi copier des sorts, des contres. Enfin, c'est ridicule. Dans une bataille de contre, ça va être stupide. Dans la moindre expropriate, enfin, je veux dire... je dis la moindre. Ouais. En fait, c'est genre bien tout le temps. Ouais. C'est tout. Perso, j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu
Quand j'ai vu la carte, j'étais là, mais what, quoi. En fait, c'est une nouvelle pièce de Stax, d'une certaine façon. C'est les pièces de Stax, comme tu disais, à la manière de Ristic Study ou de Mystic Remora. C'est en effet, d'Ime étouffante, enfin, tout le bazar, en fait. Techniquement, ça n'empêche pas une action, ça fait juste que, si jamais l'adversaire ne va pas payer en plus, toi, tu vas en effectuer une en plus. Et celle-ci, elle est extrêmement forte, quoi. Ça justifie aussi les 5 mana derrière, quand même, pour ce genre d'effet. Et là, tu te dis, oui, parce que c'est vrai que si le machin avait coûté 2, comme tu dis, hein, tu mets autour 2, et puis d'un seul coup, l'adversaire, il joue une croissance luxuriante ou sa cultivate, et t'es là, ouais, bah moi aussi, je vais le copier. T'es là, ouais, en effet, c'est un peu fort, d'accord. Mais là, non, quand même. Et surtout, c'est que c'est incolore. Vous pouvez le jouer dans tous les decks. Ouais. Même les decks incolores. Puis c'est un bon body. C'est un bon body, c'est une 4-4, quoi. C'est pas une 3-3 ou une 2-2 qui peut mourir un petit peu plus facilement, quand même. 4, c'est quand même un chiffre qui évoque un peu plus de choses, que je veux dire. Parce qu'à 3, en fait, bah, tu prends Anger of the Gods, voilà, tu prends 3 blessures, bah voilà, hop, tu l'as perdu, quoi. Et c'est... Je suis d'accord. Voilà, donc c'est vrai que là, honnêtement, je trouve que la carte, elle est super bien designée, elle va être forte dans le format, c'est évident. Oui, voilà. Oui, il y a aucun doute. Passons maintenant au blanc. Bah oui, il n'y a pas tant de cartes incolores que ça, hein. Enfin, sauf les artefacts, mais ça on en parlera plus tard. Donc, on va commencer avec le début d'un cycle, qui est assez intéressant le concept, et qui est énorme pour le multijoueur, hein, on va quand même l'avouer. Du coup, c'est la maîtrise dévastatrice, qui coûte 6 mana, dont 4 blancs. Oui, vous avez bien entendu. C'est un rituel qui vous dit que vous pouvez, à la place, payer 2 et 2 blancs, à la place de payer le coût de mana de ce sort. Et si le coût de 2 et 2 blancs a été payé, un adversaire choisit jusqu'à 2 permanents non-terrain qu'il contrôle et les renvoie dans la main de son propriétaire. Et l'effet de la carte en général, c'est détruisez tous les permanents non-terrain. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vite refaire le topo. Si vous payez pour 6, vous détruisez tous les permanents non-terrain. Point. Si vous payez 4, à la place, un adversaire de votre choix, il va pouvoir envoyer 2 permanents non-terrain qu'il contrôle dans sa main. Enfin, ou dans la main de son propriétaire, plutôt, mais bon, j'imagine que ça va être la sienne. Et derrière, vous détruisez ensuite tous les permanents non-terrain. Donc, je t'avoue que j'ai adoré cette carte. Alors, c'est sûr que pour 6, c'est extrêmement cher. Surtout en quadruple blanc, à mon avis, à moins de jouer un deck mono blanc contre gestion... Enfin voilà, je vois mal comment est-ce que tu peux fonctionner. Un mono blanc Vras, pourquoi pas. Les bons decks à Vacine. Voilà, par exemple. Ça, c'est sûr que oui, Vacine, en effet, ça a l'air pas mal. Voilà. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que le coup alternatif, pour moi, le fait de bouncer 2 permanents non-terrain, bah en fait, tu vas utiliser sur un adversaire qui a soit très peu de permanents non-terrain, soit des permanents non-terrain qui, par exemple, n'ont pas d'effet d'arrivée en jeu. En fait, tu vas choisir celui qui a le moins de permanents non-terrain, et ou alors celui qui fait le moins de value hein, depuis le début de la game, voilà, celui qui pète un peu la ramasse, et tu lui dis, bah écoute, tiens, je suis sympa, je te permets de renvoyer 2 de tes permanents dans ta main, quoi. Et voilà, ça lui fera plaisir, je pense aussi. Je pense que tu te fais aussi un allié dans le processus, quoi. C'est que t'arrives à cut un adversaire qui est parti trop vite, à l'avantage de quelqu'un qui est parti beaucoup moins vite et qui est peut-être un peu à la ramasse, quoi. J'ai l'impression que c'est une carte très politique, qui peut très bien fonctionner. Après, c'est aussi très conditionnel, hein, voilà. Mais je pense que tu peux t'en sortir très très bien, en fait. Hein. J'aime beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une très bonne Vras. Ouais. Le seul bémol que je mettrais, c'est que je trouve que le coup à 4... Ouais. C'est con que ce soit en vitesse rituelle. Je comprends le fait que la Vras doive être rituelle. Ça, on a... Ouais, de manière générale, oui. Ouais, ça, c'est sûr. Mais 4, pour renvoyer... Finalement, pour 4, tu fais un double boomerang. Ah, en rituel... Mais bon, ok. Pourquoi pas. Après, tu fais double boomerang plus la Vras. Donc voilà, c'est quand même... Ouais, ça se justifie complètement. Enfin, voilà. Après, c'est même pas un boomerang, puisque c'est l'adversaire qui choisit, mais bon, enfin, vous avez compris l'idée. Ensuite, nous avons le professeur de duel, un humain et moine 2-2 pour 3 et un blanc. Quand le professeur de duel arrive sur le champ de bataille, met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et elle a une capacité activée qui est 4 et un blanc, vous l'engagez, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle. Bah c'est bien, ça va trouver une place dans la plupart des jeux Hubs and Token qui existent déjà. Ouais. Les jeux prolifération, certains des 4 AXA +1/+1 peut-être. Ouais. En fait, le truc, ce qui est bien avec cette carte, c'est que c'est répétitif, que quand elle arrive en jeu, elle met un marqueur sur un truc. Donc elle va auto-alimenter le truc. Et surtout, bah, elle coûte 4 et sa capacité activée coûte 5. Donc 5
je l'accorde que c'est assez cher. Mais si vous jouez un jeu gavé jetons ou avec une croisée de Qatar, ça devient vite fort, quoi. Après, surtout, ouais, voilà ce côté mana sync où en gros, t'as rien à faire, t'as ta croisade Qatar, mais t'as pas de créatures à jouer ou de jetons à créer. Eh ben écoute, au moins tu peux remettre des marqueurs sur toutes les créatures que tu contrôles qui en ont déjà. Enfin, normalement, avec une croisade Qatar, tout le monde, hein. Mais voilà, c'est. Ça marche très bien, ça me rappelle le comté de Gavoni en fait. Ça marche très bien avec. Oui, oui, ah bah oui, ça c'est encore une fois une très bonne carte avec. Hein. Mais voilà, c'est une bonne petite carte qui trouvera sa place dans certains decks. Hein, voilà. Alors, la suite, alors lui, lui aussi il devrait trouver une place dans les decks. C'est le scribe de lumière léonin, c'est un chat éclair qui coûte 2, dont un blanc, c'est une 2-2, avec la sorcellerie. Chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Est-ce que vous avez jamais rêvé de jouer un deck full boost de masse où vous jouez avec une tonne de tokens ou alors avec énormément de petites créatures super efficaces et super violentes? Eh ben écoutez, je pense que le scribe léonin sera très bien à cette place-là. C'est... y a rien à dire, quoi. Je veux dire, c'est juste, bah, tu vas jouer plein de petites créatures, des petits trucs sympas, et puis à un moment, tu vas avoir lui sur le champ de bataille, et bah tiens, je vais lancer un boost de masse, leur donner le piétinement, leur donner de la célérité, leur donner l'initiative, voilà. Je cite plein d'éphémères rituels qui existent comme ça. Donner +1/+1, et puis là, à chaque fois, il va dire, ok, bah je mets +1/+1 en plus, +1/+1 en plus, et on est parti. Et en fait, je pense que sur un bon tour, le scribe de lumière léonin, si vous avez les outils en main, bah en fait, ça peut être juste un kill pour un joueur ou deux. Ouais, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Il faut lui trouver la bonne place. Ouais. Quand on avait un petit peu bossé sur le deck avec Shaile Ambrose, on n'avait pas trouvé de place pour lui, mais ça ne saurait tarder en fait. La prochaine carte, c'est une leçon, c'est réduire en souvenir pour 1 et 2 blancs, donc c'est un rituel leçon. Exiler un permanent non terrain ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3 de rouge, blanche et esprit. C'est une version rituelle de... Generous Gift. Generous Gift, je cherchais le nom en français, c'est pas grave. Cadeau généreux. Le cadeau généreux, sauf que bon, bah là, oui, voilà, c'est le permanent est exilé, le token est un petit peu moins fort, 3-2 au lieu de 3-3. Il a pas le vol, heureusement. Il n'a pas le vol. C'est vrai que les esprits créés par des cartes Force Sapiens n'ont pas le vol, et c'est tant mieux. Ouais, ça aurait été un peu le bordel, je pense, sinon. Ouais. Et non, mais c'est une bonne carte, c'est de la redondance, hein. Ouais. Si vous avez... Bon, c'est à vitesse éphémère, mais ça reste ok. Rituel, oui. C'est... Pardon, oui. Ouais, rituel. Mais voilà, du coup, c'est ce côté-là, en fait, qui est peut-être un peu gênant, parce que c'est vrai que pour réagir plutôt en éphémère qu'en rituel, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, quoi, ça a quand même un certain impact. Mais bon, bah là, ouais, ça exile, quoi. Ça c'est une grosse différence qui est plutôt pas mal, parce que bon... on a eu des exils pour les créatures en blanc, il paraît. On a des exils pour artefacts et enchantements en blanc aussi. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir exil pour tous les permanents non terrain, sur une seule carte, ça donne une certaine flexibilité aussi, quoi. Tu peux exiler des Planeswalkers. Ouais, on peut exiler des Planeswalkers aussi, ce qui, en blanc, à part avec une autre couleur, le noir, généralement, il me semble pas qu'on ait eu ce genre de combinaison qui faisait de l'exil de Planeswalker. Ouais. Non. Ouais, bah voilà. C'est ça ce côté intéressant en fait. Je pense que c'est ce côté flexible où ah bah t'aurais peut-être plus besoin de mettre tous tes exils à créatures et tous tes exils à enchantements et artefacts pour avoir un deck qui peut gérer. Tu peux mettre ça à la place d'un d'entre eux et c'est plus flexible quoi. Alors le suivant, c'est de la pioche. En blanc. C'est rendez-vous secret, un rituel qui coûte 3 dont 2 blancs. Un adversaire ciblé et vous piochez chacun 3 cartes. C'est extrêmement fort je trouve. Hein. Je veux bien. Alors après, c'est sûr que, à mon avis, en 1v1, il devait être là. Hein? En train de se dire, non mais attends, j'ai pas envie de faire piocher mon adversaire de 3 cartes pour piocher 3 cartes moi aussi, quoi. Ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'en multi, étant donné qu'on a parfois des déséquilibres avec des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus à la ramasse et tout, et d'autres qui prennent beaucoup d'avance, ça peut être un moyen de se faire un allié aussi. Encore une fois, c'est très politique, je pense, au niveau de la carte. C'est tu peux faire facilement des alliances avec ce genre de cartes. Et l'avantage que t'en tires quand même, piocher 3 cartes, c'est... Enfin, on parle de piocher 3 cartes pour 3 blancs, quoi. C'est énorme. En bleu, on pioche pas 3 cartes pour 3 bleus. Ou très peu. Bah, ouais, il y en a peut-être une ou deux, mais ouais, c'est assez sympa, ça serait une carte ultra politique. Et... Après, c'est pas une carte qui est vouée à devenir un staple du blanc. Mais il fallait qu'on en parle, parce que c'est un effet assez unique, et voilà. Après, ça trouvera sa place, je pense, dans les decks surtout qui sont dans le besoin de piocher aussi, quoi.
qui n'ont pas Oui. accès au bleu, voilà, ou à des cartes de draw. Bah après, c'est vrai que maintenant, comme t'as le noir qui pioche, le bleu pioche aussi, le vert pioche pas mal, le rouge il fait de l'impulse draw. En fait, à moins de jouer mono blanc, voilà, tu te dis merde, mais en fait, les combinaisons de couleurs généralement font que tu peux te retrouver avec de la pioche, mais qui sera pas en blanc parce que t'as les autres couleurs pour soutenir en fait, dans cette catégorie-là. Ensuite, la fin du semestre, fin de semestre, c'est un éphémère pour 3 et un blanc. Exilez n'importe quel nombre de créatures et ou de planeswalkers ciblés que vous contrôlez. Au début de la prochaine étape de fin, renvoyez chacun d'eux sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Chacun d'eux arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui, si c'est une créature, ou un marqueur loyauté sur lui si c'est un planeswalker. What the fuck? Eh bah, mon cochon. Oh là là! Waouh. On avait Eri Interlude, c'était Interlude inquiétant, qui en gros faisait pareil un effet de flic sur n'importe quel nombre de créatures que tu contrôles. Et là, ils ont dit, alors attends, pour un mana de plus, on va rajouter les Planeswalkers, et en plus, on va les faire revenir avec des marqueurs +1/+1 et des marqueurs de loyauté supplémentaires. T'es là. Ouais. Wow! C'est la violence là quand même. Hein. C'est assez bourrin. C'est rare qu'on puisse protéger nos planeswalkers en éphémère. Ouais. J'ai dû penser. Ouais. Mais honnêtement, je pense que dans un deck Super Friends, ça c'est complètement joué. Ouais. Je veux dire, t'es là, phase d'attaque dans le vent, LOL! Non, mais même un deck mono blanc basé. Tu vois, ton deck avec Anafenza. Ouais, Je avec suis les là-dedans, marqueurs. Bah, Tout encore qui une arrive fois. en jeu, tous les triggers de bolster qui rentrent dans 1-1, franchement. Ouais. Mais en fait, c'est là où c'est dingue parce que ça rentre dans tellement de packs en même temps, ce genre de carte. Tu peux jouer Blink, enfin tous les effets de Blink, voilà, je veux dire, Brago, à mon avis, il peut être content qu'à un moment il puisse protéger toutes ces créatures comme ça. Je veux dire, tous les jeux Blink, les jeux Flick en général, tous les jeux qui s'appuient énormément sur les effets d'arrivée en jeu de leurs créatures, je vais appeler ça les decks Panharmonicus. Mais voilà, c'est... Tout ça, ça va être utile. T'as les decks marqueurs +1/+1 qui vont en profiter, comme tu dis. Les decks Planeswalker qui vont en profiter. Enfin, c'est... What, quoi? C'est ultra versatile, en fait. Oh là là, il y a tellement de jeux qui peuvent leur entrer, et ça fonctionne, quoi. Parce qu'en plus d'être une protection pour vos créatures, on peut quand même le rappeler, mais c'est un éphémère, donc du coup c'est également une protection pour vos points de vie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien bloquer avec toutes vos créatures sur les créatures qui attaquent, et juste, bah, je fais fin de semestre, il n'y a pas de créature avec le pétitement en face, bah du coup tout est bloqué, et je prends pas de dégâts. Et en plus, je récupère mes créatures ensuite, elles refont les effets d'arrivée en jeu, etc. quoi. C'est le genre de carte, en fait, qui est pas... Ça va pas forcément être un staple, mais ça va être... Enfin, quoique... Si, quand même, hein. Ça va être joué. Je veux dire, tous les decks qui pourront en profiter vont la jouer. Ils vont pas passer à côté de ça, quoi. Le suivant, il est sympathique. C'est le régime d'entraînement. Un enchantement qui coûte 3, dont 1 blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, apprenez. Donc, du coup, vous pouvez révéler une carte de leçon que vous possédez en dehors de la partie, donc dans votre sideboard, et la mettre dans votre main. Ou vous défaussez d'une carte pour piocher une carte. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée et dégagez-la. Ouais. Eh ben, c'est super fort. C'est super intéressant, hein, voilà. D'ailleurs, il y a un changement de texte, non? Un changement de texte. Là, c'est à chaque fois que vous attaquez, c'est la première fois qu'on voit ça? Ouais, on en a parlé dans la vidéo des commandants, mais c'est vrai qu'on va le redire ici pour les cartes. Alors, du coup, en fait, quand on dit à chaque fois que vous attaquez, c'est à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque. Voilà. Autant vous dire qu'ils se sont dit, ça a l'air plus court comme ça. Et ils ont complètement raison. Et ça a l'air assez clean, en fait. Ça évoque le fait que c'est au moins une créature que... Voilà. On s'en fiche du nombre de créatures. L'essentiel, c'est que vous ayez attaqué au moins un joueur avec une de vos créatures. Donc voilà. C'est intéressant, en fait. Alors, j'aime bien le petit côté apprenez au début. Voilà, tu te dis, c'est un effet d'arrivée en jeu. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on peut quand même jouer ça en commandeur? Parce que, heureusement, en fait... je sais pas si Wizards s'est dit « Attends, les joueurs de commandeur, ils vont quand même être un peu vénères si jamais on met une mécanique qu'ils peuvent absolument pas utiliser dans leur format. » Du coup, ils se sont dit « On va mettre un deuxième mode où on peut défausser une carte. Enfin, on défausse une carte pour piocher une carte. » Alors, il y a une précision que je peux apporter là-dessus aussi, c'est que en gros, c'est une capacité qui est modale. Vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Et si jamais vous n'avez pas envie de défausser, bah c'est simple, vous choisissez la première en fait. Parce que vous pouvez révéler une carte de votre sideboard et la mettre dans votre main. Mais en fait, bah, si vous dites je choisis le premier mode mais je le fais pas, bah voilà, vous n'avez pas besoin de défausser, vous n'êtes pas obligé, heureusement. Donc voilà, c'est une petite précision mais qui me semble importante parce que sinon, il risque d'avoir des confusions et se dire ouais mais je suis obligé de défausser. Non, en fait.
Alors moi, ça me fait penser un petit peu à Reconnaissance dans le même genre, même si c'est beaucoup moins fort que Reconnaissance, on va quand même être honnête. Parce que c'est un one-shot, Reconnaissance. Enfin, c'est une créature. Ouais, ça fait un peu de Voltron en fait. Ça, pour moi, ça fonctionne bien dans un deck Voltron en effet, ou marqueur +1/+1, voilà, enfin bon. Je pense que Atraxa sera très contente de ce genre de... voilà, même si elle a pas besoin de dégager, mais mettre des marqueurs sur elle, elle sera contente. Donc, voilà. Ah ouais. Mais... oui, là, c'est pour ça que je préférais qu'on fasse un rappel de la nouvelle façon d'expliquer, parce que là, si tu lis en diagonale vite fait, t'as l'impression que pour chaque créature qui attaque, elle va prendre si elle a un marqueur, tu la dégages. Ouais, bah non, justement non. Mais en fait, non, c'est... Mais voilà, moi je trouve ça intéressant, c'est ok. La suivante aussi est très sympa, c'est la questeuse stricte. Pour 1 et 1 blanc, c'est une 1/3 esprit éclair, elle a le vol, et elle dit à chaque fois qu'un permanent arrivant sur le champ de bataille fait qu'une capacité déclenchée se déclenche, contrecarrer cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 2. What? Alors, touche terre. Chaque terrain qui arrive en jeu, tu payes 2. Les decks Yarok, chaque truc qui arrive en jeu, tu payes 2. Pont Harmonicus, faut payer 4. Ah ouais, non, c'est... C'est une belle carte de Stax, et honnêtement, je pense que si je joue blanc et que j'ai pas d'effet d'arrivée en jeu dans mon deck, je la joue. Ouais. Je la jouerai même si je joue pas Stax, vraiment. Parce qu'il y a une recrudescence, comme tu dis, des decks touche-terre, quoi. C'est un truc qui s'est vraiment beaucoup développé durant l'année qui s'est écoulée, j'ai envie de dire. Et ouais, non, là, pause, quoi. Oh, le suivant aussi, il est très fort. On en a beaucoup parlé durant le live, quand on a regardé un peu la carte dans l'édition. C'est l'Archimage Émérite, un humain et sorcier 2/2 pour 4, dont 2 bleus. Il a la sorcellerie, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère rituel, vous piochez une carte. Il n'y a rien d'autre, hein. C'est juste ça. Genre, la capacité, elle fait 3 lignes. C'est juste ça, et en même temps, ça rend tous tes decks en cantrip. Oh mon dieu, c'est impressionnant, quoi. C'est... Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'étaler sur la carte et d'en parler de longtemps? Bah non, en fait. Je pense pas, ouais, voilà. Bah, dites-vous, vos éphémères... Si vous jouez un minimum Spellslinger... Vous savez à quel point c'est fort. Vous savez à quel point ça va être fort, vous le mettez dedans. Si vous n'avez jamais joué Spellslinger, bah c'est simple. Tous vos éphémères rituels disent, à la fin, piocher une carte. C'est le texte bonus avec lui. Ce qui est fou, c'est que c'est même les copies, donc... Même avec un Dramatic Scepter... Dramatic Scepter, donc la fameuse combo avec Sceptrise Chronique et inversion dramatique, vous piochez votre deck, en fait, avec Archimage Émérite. Enfin, c'est... Voilà, c'est pété à ce point. Après, ça reste une créature, elle coûte 4, et c'est une 2/2. Donc il y a moyen d'interagir avec. Mais, ouais, c'est pas un souci, heureusement. Faites gaffe, quoi. Bah, c'est le genre de carte, en fait... Je pense que je la vois dans un deck Spellslinger, je la shoot direct. Voilà, c'est... Oui, c'est pas ça. Je laisse jamais sur le champ de bataille plusieurs tours d'affilée, quoi. C'est... le mec peut-être l'avoir le temps que j'ai une gestion, ou alors j'essaie d'inciter mes adversaires à en avoir, si jamais j'en ai pas, et à l'utiliser, parce que c'est simple, hein. C'est vraiment un gros warning à mettre sur la table. Hein. Nous avons Gestion. Pour 1 et 1 bleu, un éphémère, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez pas n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et remettez ensuite le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Piochez une carte. Déjà, si vous avez Archmage Émérite, c'est marqué piocher 2 cartes. Ensuite, non, plus sincèrement. En gros, pour ceux qui se rappellent de l'île de Ravnica, c'était l'anticipation. Ah oui, non, pardon. La duel card, tu sais, des Dimir. Ah oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Je crois que c'était découverte. En gros, c'est surveille 2, piocher 1. Là, c'est pareil, mais c'est accès en mono bleu, donc ça fait un cantrip en plus pour mono bleu. Je trouve que c'est un cantrip éphémère, c'est cool. Ouais. Puis voilà, enfin, je pense dans les jeux qui jouent avec le cimetière, voilà, ça va être sympa. Faut se le dire. Voilà, ça va toujours être sympa. Parce que bon, finalement, dans le meilleur des cas, tu mets quand même 3 cartes au cimetière. Hein. Gestion plus les 2 cartes de ta bibliothèque. Non, c'est un bon cantrip très sympa. Et c'est qu'une commune. Incroyable. Eh oui. Alors du coup, la carte suivante, c'est la suite du cycle dont on a parlé, c'est le cycle avec les coups alternatifs. C'est la maîtrise ingénieuse, un rituel qui coûte X, 2 et 1 bleu, et vous pouvez payer 2 et 1 bleu à la place de payer le coût de mana de ce sort. Si le coût de 2 et 1 bleu a été payé, vous piochez 3 cartes, puis un adversaire crée 2 jetons trésor, et il applique regard 2. Si ce coût n'a pas été payé, vous piochez X cartes. Je sais pas par quoi commencer, on va peut-être commencer par le coût normal. X, 2 et 1 bleu pour piocher X cartes, c'est quand même relativement cher. Disons que je préfère un Blue Sun Zenith, quoi. Oui.
Voilà, le Sun Zenith, ça me coûte 3 bleus, mais au moins, voilà, c'est un éphémère, ça se remélange à la bibliothèque. Ça c'est dit, je pense que c'est pas le meilleur sort de pioche à X. Voilà. Après, il est cool parce qu'il est uniquement avec un coloré. Par contre, le coup alternatif, c'est compliqué. Je veux dire, pour 3, tu pioches 3, on l'a vu tout à l'heure avec le blanc, c'est fort, mais il faut une contrepartie. Et honnêtement, la contrepartie, je la trouve beaucoup trop élevée, en fait. L'adversaire qui crée 2 trésors, ça veut dire que pour 3, vous piochez 3, mais vous donnez 2 mana à l'adversaire, et en plus, derrière, il fait regard 2. T'es là, donc tu lui permets de filtrer les 2 prochaines pioches qu'il va pouvoir faire. What, quoi. Là, j'avoue que ce sort-là, il me... Aïe, 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 aïe. Tu jouais dans Queen? Dans Queen? Ouais, dans un deck group hug, oui, tu peux. Sinon, Mais ça fait bizarre, en fait, de jouer un spell qui va te faire piocher uniquement toi dans Queen, en fait, dans un deck group hug en général. Je veux dire, autant jouer Prospérité et faire piocher tout le monde, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, ça te coûtera un mana de plus, et puis voilà, pour piocher 3 cartes. Mais au moins, tout le monde aura eu son bonus, etc. Le souci, c'est que là, enfin... En fait, les decks group hug, généralement, aiment bien les effets qui sont vraiment symétriques. Bon, légèrement asymétriques pour toi, parce que c'est toi qui lance les sorts, d'accord, mais pas les decks, enfin, pas les cartes où tu vas dire « Je donne un avantage à un adversaire », parce que du coup, tu déséquilibres énormément la partie comme ça, quoi. Et surtout, bah, tu laisses 2 mecs à côté qui vont être là « Ouais, putain, il a filé à lui, il a pas filé à moi », il y a un petit... Voilà, ça fait un peu mal, en fait, de se dire « Ah merde, j'ai pas eu l'avantage alors que lui, il a eu ». Voilà. Donc c'est pas le top, en fait. Après, ouais, ça peut être joué dans les decks comme ça. Je trouve ça quand même un peu bizarre. Tout cycle, de toute façon, a des effets, à part le noir, qui est plutôt simple. Mais tout cycle, en fait, a des effets un peu étranges, mais... Après, il y a peut-être... Il y a probablement des synergies qui peuvent fonctionner avec Maîtrise Ingénieuse. Hein. Bah si, il y a une carte qui a été rééditée dans un des decks Commander dont on parlera. Le truc qui dit que si jamais un jeton devait être créé sous le contrôle de l'adversaire, tu le crées à sa place. Ouais. Voilà, c'est le genre de truc, ok, avec ça, mais tu te dis, à moins de jouer un deck qui soit basé vraiment tout autour de ça, et du coup il faut un commandant adapté aussi, ça semble un peu bizarre, quoi. Voilà. Ou un truc qui, peut-être un deck stacks qui empêche l'activation des artefacts. Voilà. Ouais. C'est des trucs comme ça, mais ça va être tellement spécifique la fois où tu vas le jouer, en fait, que je suis pas sûr que ce soit une très bonne carte. La prochaine, c'est le guide Kelpie, une créature bête 2/2 pour 2 et un bleu. Vous pouvez l'engager pour dégager un autre permanent ciblé que vous contrôlez, ou l'engager pour engager un permanent ciblé, n'activer que si vous contrôlez au moins 8 terrains. D'ailleurs, ils ont aussi fait de la place. Parce que, ouais, d'activer cette capacité. Ouais. J'allais le dire instinctivement, tu vois, c'est comme oui, bah oui, ça bon, bah, c'est encore une bête à pod, hein. Ouais. Une bête à pod à 3. Non, mais c'est fort, hein. Les effets qui disent dégager un autre permanent que vous contrôlez, ou un permanent ciblé, ça a toujours été fort parce que ça vous permet de ramper, en fait. Ouais, de ramper, d'activer des capacités extrêmement fortes plusieurs fois d'affilée. Mais moi, ce qui m'a quand même fait marrer sur cette carte, c'est le fait qu'ils ont mis une restriction, mais sur la capacité qui engage, pas celle qui dégage. Oui. C'est quand même le truc où t'es là, mais les gars, en fait, vous avez pas compris, la capacité la plus forte, c'est la première, pas la deuxième, quoi. Enfin, après, si, la deuxième, dans un environnement limité, et même en standard, je peux comprendre qu'en effet, ça soit extrêmement puissant. Mais pour le commandeur, c'est l'inverse, en fait. Pour nous, c'est la première qui va être intéressante, et la deuxième, on s'en fout un peu, quoi. Elle va t'utiliser une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. Mais je sais qu'en standard et en limité, surtout en limité, hein, je veux dire, t'engages un permanent, ok, bah, à l'entretien, t'engages un terrain d'un adversaire, quoi. T'es là, ok, t'as perdu un mana, lol. Ok. Voilà, le gars en face, il va être dégoûté, hein, il va perdre un terrain à chaque tour. Donc, non, ouais. C'est intéressant. Ouais. La suite va être très forte aussi, un petit peu, hein, c'est le choix multiple. Oui. Rituel X et 1 bleu. Si X est 1, regarde 1 puis piochez une carte. Si X est 2, vous pouvez choisir un joueur, il renvoie une créature qu'il contrôle dans la main de son propriétaire. Si X est 3, créez un jeton 4/4 bleu-rouge élémental. Si X est supérieur ou égal à 4, faites toutes les actions ci-dessus. Ah non, c'est pas possible. What, quoi. C'est pas mal du tout, ouais. Alors, j'avoue que moi, mon mode préféré, c'est quand même le X1. Parce que bon,
Les autres, je les trouve un peu plus... voilà, quoi. Le XA2, il est cool, mais à mon avis, je l'utiliserai que vraiment si il y a une créature en face, en fait, qui va me déranger, et qui a pas d'effet d'arrivée en jeu, notamment, parce que c'est toujours le même truc, hein, voilà, étant donné que c'est des créatures qui sont beaucoup jouées, celles-ci. Je vais peut-être faire en sorte que, voilà, il n'ait pas beaucoup de choix, que ce soit pas une créature très value, voilà, quoi, que ça disrupte complètement son plan de jeu. Mais le problème, c'est que c'est lui qui choisit, quoi. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez le cibler vous aussi. C'est-à-dire, par exemple, je pense que tu connais, la mutation de son brassier, qui transforme ton commandant, je le dis comme ça, parce qu'à mon avis, la plupart du temps, c'est comme ça que les gens utilisent. Voilà, en 0-1 indestructible, voilà, t'es là, ok, d'accord. Eh ben, écoutez, je vais la renvoyer, et puis voilà, quoi, je pourrais la rejouer normalement. Donc, ouais. C'est utile dans ce genre de cas, en effet. Ou alors, dans le cas où tu veux réutiliser un effet d'arrivée en jeu, bien sûr. Le X égale 3, ouais. C'est ok. C'est ok, c'est un jeton, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà, ça. Je pense le truc, c'est que si t'as déjà payé 3, qu'est-ce qui t'empêche de payer 4 ou 5, quoi, enfin... C'est ça, ouais, je pense que pour moi, enfin, parce que c'est X égale 3, donc du coup t'as déjà payé 4 mana, le 5ème mana va pas être très loin pour moi, j'attends un tour de plus pour pouvoir faire tous les effets en question, quoi. C'est juste ça. Après, je pense que le jeton, il y a aussi un deck dans lequel il faut pas négliger, c'est Brodyclad, voilà, parce que bon, c'est quand même une 4-4, et là c'est un bon body, il y a beaucoup de cartes dans l'édition qui le font, mais pas forcément qui sont très très bonnes. Mais celle-ci, elle est vraiment bien, quoi. Et puis elle est flexible. Encore une fois, la flexibilité, quoi, qui fait beaucoup de choses. En parlant de trucs sympas, on a maintenant resculpté... j'ai l'impression d'avoir les pires cartes du set, quoi. Juste ces trucs pétés en para. Donc c'est une commune, elle coûte 1 et 1 bleu, c'est un éphémère. Exiler l'artefact ciblé ou une créature ciblée, son contrôleur crée un jeton de créature 4-4 bleu et rouge élémental. On venait d'avoir Ravenform, donc Aldheim, c'était plutôt pas mal, j'ai pas eu trop l'occasion d'en revoir, hein, je vais pas vous mentir. C'était en rituel en plus. C'était en rituel. Là, je pense que du coup, ça va juste être mieux. Je pense que je préfère donner à un adversaire, me débarrasser d'un truc compliqué, surtout que là, on peut même exiler un artefact. Donner un vieux jeton de 4-4 là. 4-4, ça peut paraître lourd, hein, je pense, mais l'avantage c'est que bon, enfin, généralement l'artefact ou la créature que vous allez, pardon, j'ai l'habitude de dire artefact ou enchantement, l'artefact ou la créature que vous allez exiler, enfin, généralement ça va certainement être une pièce de combo, et je pense que les artefacts à combo quand même, il paraît qu'il y en a beaucoup dans le commandeur en général, et c'est vrai que juste l'exiler comme ça en éphémère, ouais. C'est l'exil quoi, c'est pas un endroit dont on revient facilement. Non, elle est vraiment pas mal. Ouais, je pense qu'elle sera beaucoup jouée aussi. Hein. Oui. Alors, la suivante, c'est résoudre l'équation, un rituel qui coûte 3 dont 1 bleu. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Mélanger quoi? La bibliothèque, c'est dit au début de la phrase. Voilà, donc du coup, voilà, c'est logique. Oui. Résoudre l'équation, alors du coup, là, on est sur un tuto classique, et honnêtement, enfin, je devrais pas dire classique, parce que on en a pas beaucoup, quoi, qui existe. Il n'y a pas de restriction à part éphémère rituel. T'es là, on a le Mystical Tutor qui existe en éphémère, qui met au-dessus de la bibliothèque. On a eu le parchemin du marchand, mais alors lui, il est restrictif. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et là, on a un truc non restrictif pour aller chercher éphémère rituel. Et c'est simple, quoi. C'est un fabrication pour... tu m'avais dit ça, mais oui, c'est vrai. Hein. C'est un fabrication pour éphémère rituel. Non, mais voilà. Il faut juste se rendre compte de la puissance de la carte. Ça va chercher n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Ça va chercher ce que vous voulez dans le bon deck, quoi. Ensuite, nous avons les enseignements des archaïques. C'est encore une leçon. Donc un rituel pour 2 et 1 bleu. Si un adversaire a plus de cartes en main que vous, piochez 2 cartes. Piochez 3 cartes à la place si un adversaire a au moins 4 cartes de plus que vous en main. Ouais, elle est sympa. Et après, plus je la lis, et plus je me dis, où est-ce que tu joues ce truc? Les decks qui piochent pas beaucoup, qui ont tendance à vider leurs mains extrêmement rapidement. Ouais. Alors qu'ils piochent pas beaucoup, je sais qu'en bleu ça a l'air un peu bizarre de dire ça. Mais je pense que les decks qui font vraiment je peux dégueuler ma main en un coup, voilà. Ça peut être utile. Après, surtout si t'as des decks... je pense que dans la méta aussi de ton groupe de jeu, ça peut influer beaucoup. C'est par exemple... t'as des decks qui piochent énormément généralement en face. Oui. Voilà, tu vas jouer l'enseignement des archaïques dans le deck, quoi. Je pense qu'il y a une place, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est sûr. Alors, le suivant, c'est Tenté par l'Auric, un rituel qui coûte 4, dont 3 bleus.
Pour chaque adversaire, acquérir le contrôle de jusqu'à une cible, créature ou planeswalker que ce joueur contrôle, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Bon, on rappelle encore une fois, valeur de mana, en fait, ça remplace le coût converti de mana qui était un petit peu trop long. Et, ouais, bon, ben, Ulysse est peut-être en train de trépigner, de son côté. Il a entendu qu'on parlait Z-carte. Mais, ouais, alors, on l'a mis pour une raison bien précise, parce que il faut avouer quand même que, globalement, on peut se dire, ouais, mais bon, valeur de mana inférieure ou égale à 3, c'est un peu léger. On peut comprendre qu'en commandeur, de manière générale, oui, ça peut paraître un peu léger. Il y a des très bonnes cartes, bien évidemment, à ces coups-là. Mais bon, payer 4 pour en récupérer une ou deux, voilà. Mais, derrière, il y a le CEDH, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que en CEDH, vous allez toucher plus de 60% des commandants. Parce que c'est un format qui se veut aller vite et donc qui ont des commandants qui ont très axé autour de ces stratégies qui vont vite. Donc il faut que vos commandants aient un CCM qui soit bas. Bon, je suis le mauvais exemple parce que je suis le genre de connard à jouer une Z par 1. Mais par exemple, il y a les decks, je sais pas, Timnat Thracios, bah les deux ils valent 2 et 3 respectivement à jouer. Et si vous enlevez Thracios du mec qui joue Thracios, bah, ok, il y aura de la réponse et on dit pas que le sort va se résoudre dans 100% des cas, mais c'est un truc qui est suffisamment intéressant pour leur faire peur. Les decks, par exemple, on en voit beaucoup maintenant, Birgi, ça prend Birgi, ça prend Heliod, ça prend... Enfin, je vais pas faire la liste, hein, mais il y en a beaucoup, ça prend énormément de cartes du format. Et en plus, vous pouvez même vous amuser à récupérer d'autres créatures, quoi. Enfin, et c'est surtout, il n'y a pas de limite de temps. Ouais. C'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est pas un enchantement. Si tenté par l'Auric se résout, c'est à vous. Tout le temps. C'est pour ça que on a trouvé la carte très intéressante. Ouais, en effet, elle l'est. On continue avec le noir, avec la maîtrise sinistre. C'est un éphémère pour 3 et un noir. Vous pouvez payer 1 et un noir à la place de payer le coût de mana de ce sort. Si le coût de 2 a été payé, un adversaire pioche une carte. Exiler une cible, créature ou planeswalker. C'est vraiment fort. Oh là là. Je pense que jamais tu payeras le coup de 4. Hein. C'est... Enfin, ou alors vraiment, si t'as pas envie de donner un avantage à un adversaire, mais ça m'étonnerait, quoi. Ouais. Et D'ailleurs, au niveau de la résolution, comment ça se passe, du coup? C'est tu payes 2, c'est pioche, puis exil? Oui. Si le texte, en fait... Il faut comprendre que le texte d'une carte Magic est toujours organisé dans l'ordre dans lequel il doit se résoudre. Voilà. D'accord. Donc, si le truc, ça a été noté, un adversaire pioche une carte, puis ensuite exiler une cible, créature ou de planeswalker, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, quoi. Voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est bien. Ah oui, ce sera joué. Hein. Ouais. Et j'ai une petite blague aussi pour toi. Tu connais Tassaz Consultation? Bah, tu fais... Ah oui, en réponse du mec qui a le plus dans la file. Oui. Ah tiens, je vais payer que 2, je vais exiler ta Tassaz Oracle, et je te fais piocher une carte, et du coup t'as perdu la partie. Au revoir. Ouais. Oh mon dieu. Exceptionnel. Ça marche bien. Bah du coup vous avez une... C'est quand même assez rare pour le signaler, vous avez un élément en éphémère qui vous donne un avantage. Alors certes, on va le considérer de manière classique. Mais l'avantage c'est que l'adversaire qui pioche une carte, c'est pas celui à qui vous avez exilé une créature en planeswalker. Vous pouvez choisir un autre adversaire. Et ça c'est vraiment cool. Encore une fois on a le petit côté politique qui est plutôt sympa. Et mais du coup c'est vrai que sur cette combo là en fait, où le mec va se meuler à mort et dire ok ben j'ai un truc pour me faire je sais pas, j'ai maniaque du laboratoire, ok, je vais essayer de piocher je vais passer à ma phase de pioche, ok, bah au début de ta phase de pioche, bah en réponse, clac, je te le détruis et je te fais piocher une carte, t'es mort, voilà. Enfin bon, voilà, ou bah Tassaz Oracle, en effet. C'est... What? Tu peux faire piocher en éphémère, quoi. C'est... LOL. Ouais, non, c'est cassé. Le suivant, c'est le Sangrammage Inhumain, un vampire et psychagogue, 2-1 qui coûte 3 dont 1 noir. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez l'un. Soit vous créez un jeton 1-1 vert parasite avec quand elle meurt, bah vous gagnez un point de vie. Soit vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, soit vous exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Ouais. Il n'y a aucun mode nul. Ouais. Les 3 ils sont bien. Enfin, le premier est plus dépendant du type de jeu que tu joues. Mais globalement il est bien. Voilà. Il donne un bloqueur quoi. Oui. T'as 2 bodies sur un, ou alors tu pioches, ou alors t'es... D'ailleurs tu remarqueras que le parasite il est sur son épaule là. Oui, il est trop chou.
Et voilà, c'est... Il est bien, il est cool, il est flexible, il fait des trucs sympas. S'il y a des jeux Blink avec du noir qui peuvent l'intégrer, c'est sympa. Des jeux réanimateurs aussi, ça va être sympa. Donc voilà, c'est... Le jeu dans Yara. Ouais, voilà, dans Yara aussi, voilà. Mais enfin, tous les jeux réanimateurs Blink, Yarok, pourquoi pas. Voilà, ça peut fonctionner. Donc ouais, c'est cool. C'est très sympa comme carte. Eh ben, décidément, j'ai toutes les leçons. Affronter le passé. Un rituel. Le son qui coûte X et un noir. Choisissez l'un. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de Planeswalker ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Ou retirez 2 fois X marqueur loyauté d'un Planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. C'est pas la première fois qu'on a un truc qui ramène seulement un Planeswalker? Il me semble que ça doit être la première, en effet. Ouais, ou une des premières. Bon, bah, c'est... Ouais, je suis pas un grand joueur de... C'est intéressant, mais je suis pas un grand joueur de Super Fan. C'est vrai que quand je joue, en général, il n'y a pas de Planeswalker, ou alors c'est des Hugin qui font que le mec gagne dans le tour, donc le côté rituel, tu t'en fiches. Mais pour ceux qui ont des decks Bolas, notamment, je pense, tu vois, ce genre de deck Super Friends Grixis un peu bizarre, ça peut être pas mal. La suivante, c'est la feuille blanche, un rituel qui coûte 3 dont un noir. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes, puis exiler toutes les cartes du cimetière de ce joueur. Alors, du coup, ça paraît rien comme ça. C'est vrai que Emmerich était un peu contre le fait qu'on l'ajoute dans le script à la base. Hein. Elle a une belle illustration, c'est tout. Elle a une très belle illustration. Mais honnêtement, dans les jeux des fausses, parce que je joue quand même à un art de feuille d'or, il y en a d'autres qui jouent des jeux des fausses, c'est vrai que le fait d'avoir un sort qui fait défausser 2 à un joueur, alors sachant que ça peut se faire aussi sur soi, voilà. Mais c'est un peu con. Puisqu'on exile les cartes du cimetière de ce joueur après derrière, voilà. C'est dommage, donc du coup il y a quand même une petite contrainte, ça va être sur un adversaire, généralement vous allez le faire. Mais l'avantage en fait c'est surtout l'exil du cimetière derrière, quoi. C'est juste, tu vas perdre 2 cartes, et ensuite tu vas les perdre définitivement. C'est comme si t'exilais les cartes directement depuis la main de l'adversaire. Même si tu les choisis pas, même si c'est l'adversaire qui s'en défausse, etc. Mais bon, dans certains cas en fait ça peut être suffisant pour être efficace. Donc voilà. Les jeux défaussent. La suivante, le Sapien Mage de Loric, un humain et psychagogue 3-3 pour 2 et 2 noirs. Il peut s'engager, chercher dans votre bibliothèque une carte, mettez-la dans votre cimetière puis mélanger. Si c'est une carte éphémère ou de rituel, mettez un marqueur +1/+1 sur le Sapien Mage de Loric. Oh bah. Ah bah dis donc. Alors, je connais un deck qui s'appelle Néoplasme, qui joue avec une créature qui s'appelle Limon Nécrotique, et qui aime beaucoup les tombes. Non, vraiment, c'est une machine à combo. Hein. Pouvoir avoir une créature qui vous permet de faire un ensevelissement par tour, c'est vraiment fort. Bah comme t'as dit, hein, ça reste une créature, c'est faible, ça n'a pas la célérité, il faut attendre un tour de table, etc. Mais si jamais vous pouvez dégager avec, c'est vraiment bien. Ou lui donner la célérité avec des bots, voilà, toutes les Lightning Ribs, les bots, voilà, ça suffit. De l'autre côté, Muldrota aussi, qui est pas mal. Tous les jeux qui jouent avec la réanimation depuis le cimetière, ça a l'air quand même pas mal, hein, aussi. Parce que bon, ah bah tiens, je vais chercher une grosse bête, et puis derrière, hop, je fais un Animate Dead, un sort de réanimation quelconque, et boum, bah voilà, elle est sur le champ de bataille, quoi. T'es là, ah ok, ça t'a coûté combien de mana? Oh ben, 2 mana, et puis j'ai juste engagé une créature, quoi. Mais ouais, c'est puissant, et c'est une carte à combo, c'est à vous de trouver le bon moyen de la mettre, dans quel deck la mettre. En effet. La suivante, c'est Sonder l'interdit, un éphémère qui coûte 2 dont un noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier au moins une créature. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort pour chaque créature sacrifiée de cette manière. Vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. What? Oh putain. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé d'Extus, et la carte là avait pas été révélée au moment où j'avais construit le deck. Ouais. Non, c'est vrai? C'est... Oh, c'est un peu pété, quoi. Dans les tests, sur n'importe quel effet qui dit quand une créature meurt 2 points, donc tous les decks TESA, la plupart des decks aristocrates, ça va être n'importe quoi. Faut quand même préciser une chose, c'est que t'es pas obligé de sacrifier une créature. C'est ça qui est ouf. C'est que tu peux juste payer 2, piocher une carte, perdre un point de vie. En éphémère. Ouais. Et derrière, t'es là... Ben, on en parlait justement au moment où on a fait le script, hein, mais c'est très efficace. Par exemple, t'as une Vrasse qui arrive... Ok, ben, je vais lancer Sonder l'interdit, je vais sacrifier toutes mes créatures, et voilà, et c'est aussi simple que ça. Alors tu vas perdre énormément de points de vie, bien évidemment, mais bon, on peut se dire que tu vas peut-être jouer aristocrate aussi, et du coup te dire, ouais, je vais regagner les points de vie, j'en pompe aux adversaires, y a pas de problème, tout se passe bien.
Mais voilà, du coup, c'est quand même extrêmement intéressant dans ce genre de deck, et même juste en fait en tant que protection. Un peu à l'inverse, justement en réponse, enfin pour ce côté un petit peu en réponse au Vras, il y avait aussi le porte-étendard de Liliana qui est sorti dans M21. Bah, Oui. c'est un peu Oui. le même, mais à l'envers en fait celui-là. C'est juste, Ouais. je le fais pas après que mes créatures soient mortes pour gagner des cartes, je le fais avant qu'elles puissent mourir pour piocher mes cartes tout de suite. Et puis même, si jamais tu joues à un jeu contrôle, tu peux juste sacrifier des créatures dont t'as pas besoin, piocher et essayer de trouver une réponse quoi. Ouais, puis ça marche bien avec Meshcraft, parce qu'en fait, tu copies le sort. Oui, ah oui, non, mais c'est extrêmement efficace, hein. C'est con. Ah, c'est tellement con comme carte. Ouais. Super. Et c'est une unco, faut le préciser aussi. Ouais. Je pense que vous allez en avoir dans votre pool de cartes, voilà. Ah, et puis allez, tant qu'on parle de Matchcraft, Professeur Onyx. Ah. Alors, Planeswalker légendaire Liliana qui coûte 4 et 2 noirs, qui arrive avec 5 de loyauté. Sorcellerie. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Plus 1, vous perdez un point de vie. Regardez les 3 cartes du type de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Moins 3, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures que ce joueur contrôle. Moins 8, chaque adversaire peut se défausser d'une carte. S'il ne le fait pas, il perd 3 points de vie. Répétez ce processus 6 fois. Bon, on va commencer par le commencement. Hein. Oui, il y a une carte qui s'appelle Chaîne de brouillard, qui date de Carnage, qui fait que du coup, vous pouvez partir infini avec Professeur Onyx ou une autre carte dont on parlera un peu plus tard, et qui fait que vous gagnez instantanément puisque vous pouvez copier le sort, etc., etc., etc. C'est un sort qui vous permet de vous cibler vous en fait et de continuer à le copier en boucle. T'es là, ok, d'accord. C'est ça. Donc du coup, puisque vous copiez, vous continuez à drainer, et le sort en question dit que vous devez vous défausser de 2 cartes, mais à partir du moment où vous avez plus de main, bah, vous pouvez quand même continuer à le copier. Bref. Lol. Sinon, Professeur Onyx, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un Planeswalker qui coûte 6 et qui a des capacités de Planeswalker qui coûte 6. C'est-à-dire de la value en plus, avec sa première capacité plus, un moyen de gérer des menaces en face avec sa capacité moins, et un ulti qui généralement te fait gagner. C'est... ouais, bah ça me rappelle beaucoup la Liliana de War of the Spark en fait, hein, qui était vraiment un peu dans la même veine, même si bon... ouais, elle était pas mal. En fait, je pense pas que ce soit le même genre de deck que tu vas jouer déjà. Non. On n'est pas du tout sur la même fonction, hein, je veux dire, l'autre elle était très bien pour les decks sacrifices, les decks aristocrates, etc. Parce que tu voulais voir tes bêtes mourir pour piocher les cartes. Ici, ouais, non, on n'est pas pareil, on a un petit peu de côté cimetière avec la première capacité. T'es peut-être un peu plus sur du spellslinger de manière générale, puisqu'il y a la sorcellerie derrière que tu ne peux pas ignorer. Voilà, dans tous les cas, ça fait une bonne value quand tu lances des éphémères rituels. Et surtout, en fait, j'adore le moins 3. Honnêtement, t'es là, la force la plus élevée parmi les créatures que ce joueur contrôle, t'es là, ouais, quand même, hein, c'est... En sacrifice. Et c'est chaque adversaire, quoi. C'est... En fait, c'est le Soul Shatter, celui de Renaissance Zendikar. Oui. Voilà, c'est... Mais bon, là, c'est uniquement les créatures. Donc ouais, c'est... Waouh. Ouais, les plus malins d'entre vous auront remarqué que le moins 8, en fait, c'était un tourment de grêle de feu à X égale 7. Voilà, c'est ça. C'est... Déjà ça en soi, c'est un peu con, mais bon, voilà. Ouais, mais c'est un multi qui est... Je vais pas dire ok, parce que voilà, mais c'est ok, en fait, enfin... Bah, en vrai, c'est ok, parce que bon, Tourment de Grêle de Feu, déjà, le lancer pour 7 mana, enfin 7 x X et plus... voilà, c'est... c'est raisonnable, quoi, c'est pas non plus exceptionnel. C'est raisonnable. Ah bah non, mais c'est raisonnable, je veux dire... voilà, après, en fin de game, c'est vrai qu'au moment où les adversaires sont un petit peu épuisés, sortir le moins 8, t'es là, ouais, ça va leur faire mal, quoi. Ah, sachant qu'en fait, c'est un petit peu différent de Tourment de Grêle de Feu. Oui, parce que tu peux pas sacrifier de permanent. Donc voilà, c'est un peu plus puissant, en fait, en gros. Ouais, mais techniquement, ça te coûte rien, en fait. Enfin... En plus, à lancer? Oui, non, bah oui, voilà. Après, il faut juste protéger ton commandant. Enfin, ton Professeur Onyx. D'ailleurs, je suis un peu triste parce que... Bon, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo, ils savent que j'aime beaucoup Davriel. Et normalement, dans le early design du set, bah, ça devait être Davriel, Professeur Onyx. Lol. Et pas Liliana. Alors, j'aime beaucoup Liliana et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, là, mais... Mais bon, tant pis. Et bon, voilà. Je peux comprendre ta déception. Mais je peux comprendre qu'elle soit là aussi. Oui. Voilà. Alors, la suivante, c'est l'envoûteuse de Tourbejon.
qui est un humain et psychagogue 3-2 pour 3, dont un noir, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Elle a la menace, elle a la parade, avec payé 3 points de vie. Donc chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contre Carella, à moins que ce joueur ne paye 3 points de vie. Et elle a la sorcellerie, chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1-1 noir-vert parasite avec, quand elle meurt, gagner un point de vie. Ok. Bah c'est bien, c'est sympa, je dirais une bonne carte. Et bah en fait, à la manière de Kikar, à la manière de ces autres créatures qu'on connaît qui font des bodies quand on lance des éphémères rituels, bah là c'est pareil quoi. Mais elle a en plus un bon body, elle a la parade en plus, qui est quand même plutôt intéressant, hein, voilà, on va quand même le dire. Donc voilà, c'est sympa, j'aime bien moi en tout cas. Elle a déjà une place dans Yara. Bref, c'est une excellente carte. La lanceuse d'encre titulaire, vampire et psychagogue 2-2 pour 4, dont 4 et un noir, pardon. Quand la lanceuse d'encre titulaire arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. J'ai une question avant qu'on commence à l'analyser. Vas-y. C'est quoi son job du coup? Elle lance de l'encre, et du coup c'est un professeur titulaire qui lance de l'encre, c'est son job. Ouais, en fait, je sais pas, sur l'illustration, j'avais retrouvé l'illustration en grand format. Et en fait, bon, là, on peut bien le voir correctement, hein, mais derrière elle, il y a énormément de portraits, en fait. Et je pense qu'en fait, elle fait des portraits à l'encre de gens soit qu'elle a battu, soit qu'elle connaît, quoi. Parce que... Alors, attends, faut que je retrouve ça. On a l'impression un autre futur archimage pour ma collection. Ah, c'est peut-être les archimages des écoles, en fait, qu'elle a illustré, en fait. Ah ouais, mais en fait, derrière, peut-être ça, hein. sur l'illustration, sur ces portraits faits à l'encre, en fait, je pense que c'est des gens qu'elle utilise pour sa... Je sais pas. D'accord, ok. Le hibou est très stylé, par contre. Ouais. C'est incroyable. Le design de toute façon global des plumes argent avec leur magie d'eau, je trouve ça super. Yep. Bon, la carte, qu'est-ce qu'on en dit? La carte en elle-même. Alors, 2 trucs. Abzan marqueur, ou du moins maintenant ce sera blanc-noir marqueur, pour rester dans le thème, ou vampire. Parce que c'est un vampire et que du coup, je trouve que dans Edgar Markov, elle rentre parfaitement. On a des vampires qui mettent en plus des marqueurs sur tous les vampires. Voilà, c'est ça. Ne serait-ce qu'Edgar Markov. Alors je sais, le truc c'est que si vous la jouez elle et que vous attaquez avec Edgar, si c'est la première fois que vous attaquez avec Edgar, il met les marqueurs, et sauf qu'en fait du coup ils sont déjà déclarés attaquants, donc vous n'avez pas de trigger d'attaque, ça oui d'accord. Mais par contre, en fait, à la phase d'après, ça va être n'importe quoi. Et si vous avez construit correctement le deck Edgar, il y a d'autres moyens de mettre des marqueurs +1/+1 sur vos vampires que lui. Ouais. Donc c'est une inclusion parfaite dans ce deck. La suivante, c'est une carte rouge, puisqu'on passe au rouge. Surprise. Oui. Théoricien du complot, un humain et chaman qui coûte 2, dont un rouge, c'est une 2-2. Et quand il attaque, vous pouvez payer 1, et vous défaussez d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte dans le terrain, vous pouvez exiler l'une d'elles depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, vous pouvez la lancer ce tour-ci. What? Quoi? Pardon? Hein? C'est... Ouais. Alors, on va la résumer, en gros, simplement. Le mec attaque, vous payez 1, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste piocher une carte et mettre une autre de vos cartes en exil, que vous allez jouer ce tour-ci. T'es là, ok, d'accord. Alors, lancez ce tour-ci, donc du coup, les terrains, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais déjà, rien qu'avoir cet effet de looting disponible sur le théoricien, c'est sympa. Après, le problème, c'est que c'est quand il attaque. Donc bon, c'est un petit peu le souci. Je sais pas, je le trouve sympa, mais en même temps je me dis que le problème c'est la capacité déclenchée quoi. Après, il a quand même ce côté sympa où... parce que bon, là c'est 2 capacités différentes, hein, donc du coup ça veut dire que si vous jouez dans un jeu des fausses par exemple, Folie avec Agneux, Falkenrat, eh ben c'est simple quoi, juste vous défaussez de la carte, elle a pas la folie, bah tant pis, vous pouvez la jouer jusqu'à la fin du tour quoi. C'est comme si elle avait la folie en fait, d'une certaine façon. Très intéressant, je le trouve. Et puis pareil que les effets de recyclage de main, c'est assez courant aussi, donc voilà. Et d'ailleurs, dans un deck recyclage, je suis con, oui, voilà. Dans un deck recyclage ça marche très bien aussi, voilà, parce que recycler des fausses, donc c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, et encore une fois, c'est comme celle qu'on vient de vu juste avant. C'est des stratégies qui commencent à être bien définies maintenant, et c'est juste un truc que tu peux mettre en plus d'une autre, ou à la place d'un autre truc que t'as pas. Donc c'est sans que ce soit cassé, enfin c'est vraiment... La carte est bien, c'est tout. Ouais.
Crépitement de puissance. Alors, c'est un rituel qui coûte XXX rouge. Ciblé jusqu'à X cible, le crépitement de puissance inflige 5 fois X blessures à chacune d'elles. Du coup, Thibaut. Okay. Oui, je connais ta question. Voilà. Mais je vais quand même la répéter pour les gens. Ouais. Que se passe-t-il si j'ai un effet comme Torbran ou Fier Émancipation sur le board? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, on fait 5 fois X, et du coup pour Torbran, ça sera 5 fois X plus 2. C'est pas X plus 2, 5 fois. Donc voilà, pour préciser un peu le truc. Donc par exemple, si tu fais un X, imaginons X égale 2, donc voilà, t'as payé 8 mana pour faire ton sort, tu cibles jusqu'à 2 cibles, ok, et tu dis, je vais infliger 5 fois 2 à chacune d'elles, et ensuite Torbran il va dire, ok, donc 5 fois 2 ça fait 10, et moi je rajoute 2 en plus, ok, donc ça fera 12 au total. Et pareil, Fire Emancipation prendra, bon après, Fire Emancipation c'est pas pertinent, parce que peu importe le moment où tu vas, enfin voilà, si tu fais 5 fois 2 avec x3, bah en fait tu reviendras au même que si tu fais 5 fois 10, enfin 10 fois 3, voilà, enfin je me comprends. Mais voilà, en gros, au niveau mathématique, c'est pas un problème la multiplication. Le problème c'est où tu places l'addition avec Torbran. Et l'addition, bah elle est là en fait, c'est juste, tu la mets à la fin, c'est 5 fois X, et ensuite tu mets les 2 en plus. Et ça reste, alors pour donner l'avis quand même sur la carte, ça reste quand même assez puissant, mais dans certains cas. Parce que honnêtement, le jouer juste pour gérer une bête, je trouve ça un peu cher, honnêtement. C'est, voilà. Mais par contre, quand t'as un mana infini... Ah bah oui. Voilà, il est marqué cible, hein, il n'est pas marqué joueur, il est pas marqué créature uniquement, il est marqué cible. Donc du coup, tu peux tuer 3 joueurs sans aucun problème, quoi. Je pense que si je l'avais encore, je l'aurais mis dans Neheb. Ouais. Parce que Neheb, en fait, c'est pas rare que tu te retrouves en main phase 2 à créer, je sais pas, quelque chose comme 20 mana, et pas savoir quoi en faire parce que j'avais qu'une seule combo dedans et le reste c'était du burn un peu violent. Mais... Là, du coup, ouais, même à 20, ça fait qu'il te reste 18. 18, ça fait 6, donc tu peux mettre 30 blessures. Il y a un truc à faire avec, c'est sûr. La suivante, c'est l'intervention draconique, un rituel qui coûte 4 non 2 rouges. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, exilez une carte éphémère en rituel depuis votre cimetière. Elle inflige X blessures à chaque créature non-dragon, X étant la valeur de mana de la carte exilée. Si une créature ayant subi des blessures de cette manière devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Exilez l'intervention draconique. Alors du coup, bon, ça c'est plutôt bien pensé pour éviter dans les formats non-singleton de jouer plusieurs fois l'exemplaire en exilant le précédent. Donc voilà, c'est ok. Ouais, alors... J'avoue que le côté exilé éphémère rituel depuis le cimetière, c'est quand même sympa, c'est mieux que de devoir le défausser en fait. Donc voilà, bon, ça au moins c'est cool. Le X aux créatures non-dragons, ben là c'est évident que les jeux dragons vont être extrêmement contents. Je pensais à un petit sort fort sympathique qui s'appelle Dragonstorm. Voilà, ça coûte 10 mana et ça permet d'aller tuto un dragon et de le mettre en jeu. Si vous avez envie de mettre 10 derrière toutes les créatures non-dragons, bah écoutez, voilà, vous avez une solution. C'est sympa, je trouve. C'est sympa, c'est... Non, ouais, c'est cool. Puis ça peut être joué même dans un jeu non-dragon. Hein, donc, Bah... Ouais, mais enfin... Tu perds une partie du truc intéressant, en fait. Ouais, mais... Enfin, techniquement, c'est juste que ça inflige aux créatures non-dragons, mais par exemple... Crux of Fate, ça se joue dans les decks non-dragons. C'est une carte de contrôle en fait de Rasborn en fait. Si tu joues dans un spellslinger où t'as pas toi-même t'as quasiment jamais de créature, bah intervention draconique tu vas la jouer quoi. C'est tout. Ouais. Donc et en plus ça exile les créatures. Enfin je veux dire les adversaires, il y en a ils vont pas s'en remettre. Hein. C'est violent. Hein. Non bon, je trouve ça sympa. La prochaine, approche du dragon pour 2 et 1 rouge, c'est un éphémère. C'est un rituel pardon. L'approche du dragon inflige 3 blessures à chaque adversaire. Vous pouvez exiler l'approche du dragon et 4 cartes appelées l'approche du dragon depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature dragon, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées approche du dragon. Oh, ouais, c'est con. Ouais. Oh là 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 là. J'ai un truc à dire, mais enfin, vu qu'on a quand même une petite notion aussi de storm qui peut exister avec les cartes en n'importe quel nombre d'exemplaires, ça peut être complètement con quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, il y a la Trumming Stone. Alors c'est la pierre psalmodiante, ou je sais plus, j'ai un doute.
Mais en gros, voilà, c'est juste, t'as le remous. Et le remous, c'est une super capacité. En Commander, c'est absolument nul à chier, mais alors là, celle-ci, elle est vraiment pas mal. C'est en gros, le remous, alors c'est remous X, alors je sais plus quel est le remous sur la Training Stone, il me semble que c'est 4 ou 5. Alors du coup, oui, c'est remous 4, pardon, on vient de se rendre compte. Mais du coup, oui, tu peux jouer ces sorts, les sorts qui ont le même nom que celui que tu viens de jouer, en fait, qu'a le remous, sans payer leur coup de mana. Le truc, c'est que la Training Stone fait que, bah en gros, si jamais tu joues un sort qui a été exilé en fait par enfin qui a été révélé par la Thrumming Stone, bah en fait il a lui aussi le remous 4. Donc en fait t'as ce taux critique d'exemplaires de la carte que tu peux mettre dans le deck pour enchaîner comme ça. Et en fait, bah, du coup tu peux, avec Approche du Dragon, tu peux gagner la partie dessus. Oui. Si t'as le taux critique qu'il faut. Et je suis en train de me dire qu'en fait, bah, tu peux jouer un deck Obosh. Hein. Obosh Approche du Dragon. T'as les tutos aussi avec le noir, du coup derrière, tu peux aller chercher ta Thrumming Stone tout de suite, et puis du coup... Exactement. Ouais, le deck, il est... J'ai l'impression que le deck est un peu tout construit, quoi. Ça va être tuto, Approche du Dragon, Obosh, et puis Thrumming Stone dans le deck. Let's go. Tu as ton plan B avec récupération secrète, et du coup tu joues une tombe, parce que tu as besoin de la carte au cimetière. Et une tombe, je vous rappelle que ça va chercher n'importe quelle carte. Ouais, non, il y a moyen de faire un truc. Mais du coup, tu jouerais combien d'approches 30? Ouais, probablement. En fait, il faudrait vérifier, par exemple, les decks Apôtre Nez des Ombres. Parce qu'honnêtement, ça va être la même chose. Une trentaine d'exemplaires de la carte. C'est vraiment, il y a un taux critique. Mais ce que j'adore quand même, c'est que la carte ne cible pas. C'est-à-dire que du coup, tous les effets, par exemple, je vais y arriver, Deflecting SWAT, ne fonctionnent pas. Parce que tu peux pas changer de cible, il n'y en a pas. Ça inflige à chaque adversaire, ça inflige 3 blessures, c'est largement suffisant. Et c'est pas cher, quoi, ça coûte que 3 mana. C'est dingue. Donc ouais, il y a vraiment là... On a peut-être un nouvel archétype qui peut se monter là-dessus sur l'approche du dragon. C'est con, c'est une commune, encore une fois. C'est dingue parce que ils ont mis toutes les cartes qui peuvent être jouées en n'importe quel nombre d'exemplaires en commune, probablement pour qu'on puisse les obtenir très facilement aussi, hein, il faut quand même être honnête. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas non plus très très fixée, quoi. Tu peux faire beaucoup de choses très connes avec. Et puis au niveau des dragons, après, il y a des trucs sympas même à aller chercher. Hein. Ouais, tu peux toujours aller en chercher un ou deux, voilà, en mettre quelques-uns dans le deck qui ont vraiment des impacts immédiats, quoi, voilà. Terreur des pics. Terreur des pics, tu peux jouer aussi les Souffles en Fer de Bogardan aussi. Oui, et le coursier Souffle en Fer, celui de... Ouais. Commander Legion, qui fait que du coup, après, tu peux aller chercher, tu peux mettre ton Obosh en jeu, enfin... Ouais, ça peut faire beaucoup de conneries, en fait, ouais, sur... Vraiment, ouais, je pense que c'est une très bonne carte. Je vais mettre ça dans un coin, là, attends, j'ouvre mon bloc. Non, tu ne mets pas dans un coin, il est pour moi. Il est pour moi. Tu me le laisses. Et on est parti. Premier deck tech de la chaîne sur Strixhaven. Alors écoutez, on n'a pas pris de commandant, on a pris une carte du set en 30 exemplaires. On a l'Efrit Peintre de Flamme, un Efrit et Chaman, au cas où vous n'auriez pas deviné, qui est 1-4 pour 4 au nom 1 rouge, c'est une double initiative, et à chaque fois que l'Efrit Peintre de Flamme inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte d'éphémère rituel cible depuis votre cimetière, sans payer son coup de mana. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. What? Ok, alors, je vois pas de défaut sur la carte en fait, c'est dingue. Elle coûte 4. Ouais, mais même, enfin, Ah voilà, tu m'as trouvé un défaut, je t'en ai donné un, c'est tout. Elle coûte 4, bah écoute, c'est très bien, parce que du coup, elle ne coûte pas 3, parce qu'à 3, en fait, tu vas jouer l'enchantement qui permet de donner la célérité. Ou clé de la ville. Boum! Ou clé de la ville. Parce que comme ça, tu l'engages, tu défausses ton sort que tu vas vouloir tricher avec Efrit, tu la rends imbloquable, t'attaques. Oh là là, mais c'est tellement con, quoi. Oh là là, mais attends, je sais pas trop comment je vais jouer. Bah, voilà. Ça marche plutôt pas mal. Oh là 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 là. Bah ouais, je pense de toute façon que là ça va jouer beaucoup autour des... Enfin, tous les sorts de défaut, se retrouver cathartique, etc. Faceless Looting pour mettre les bons gros sorts au cimetière. Et ensuite, derrière, bah tu vas faire en sorte qu'elle soit imbloquable, qu'elle ait de l'évasion d'une manière ou d'une autre. Et let's go, quoi. Ou alors tu vas attaquer le joueur le plus faible et... Pan, quoi. C'est tout. Rien à dire. La prochaine carte, c'est la Maîtrise Fervente. Pour 3 rouge, c'est un rituel. Vous pouvez payer 2 rouge et rouge à la place de payer le coût de mana de ce sort. Si le coût de 4 a été payé, un adversaire se défausse de n'importe quel nombre de cartes, puis pioche autant de cartes. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes, mettez-les dans votre main, mélangez,
puis ça fait vraiment bizarre. Puis défaussez-vous de 3 cartes au hasard. C'est un triple gamble. Je suis désolé, mais je la trouve vraiment pas bonne. C'est un triple gamble, c'est trop bien. Je m'en fous. M'en fous. En fait, comme on disait, les jeux qui vont vouloir jouer avec le cimetière, ils vont en avoir rien à foutre d'avoir mis 3 cartes au cimetière. Mais pour 5 mana, c'est extrêmement cher, quoi. Enfin... Et puis, je parle même pas du coup alternatif qui est absolument ridicule. Je veux dire, jamais vous lancerez cette carte pour son coup alternatif parce que... Non. Enfin, à moins d'avoir un truc qui vous permet, par exemple... Enfin, je sais pas... vous jouez Terre Grid avec du rouge en plus. What? Enfin, voilà. À moins d'avoir un moyen de dissuader votre adversaire de défausser des cartes, parce qu'il ne pourra pas les récupérer, ou que voilà, il pourra pas piocher en plus, ben je vois pas comment est-ce que ça peut être utile en fait. Ah ouais. Sauf si t'acceptes le fait que Gamble ce soit une tombe. Oui, évidemment, ça c'est voilà, sympa, mais pour moi ça coûte trop cher pour un triple Gamble en fait. Ensuite, on a encore une commune. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de communes in Go aussi, hein, quand même. Cette édition, il y en a des très bonnes, hein. La rentrée des classes, un éphémère qui coûte 2 dont 1 rouge. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, mettez un marqueur plus en plus 1 sur elle, et elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et en plus, il y a le apprenez, donc du coup vous pourrez défausser une carte pour piocher une carte si vous le souhaitez. Ouais, alors on va être clair tout de suite, hein, ça c'est une carte de kill. Hein. Il y a des boucles faisables, hein, donc... Trenko, par exemple. Du coup, ah oui. Du tour, ils vont choper la célérité, ce sera des 2-2. Si jamais on vous a géré le Purforo, c'est un backup. Il y a des boucles à jetons qui existent, je veux dire... Si vous faites des boucles à jetons dans Geared, par exemple, pourquoi pas, hein, je veux dire... parce que bon, il faut le rouge en plus. Ouais, enfin, ça peut être vraiment pété, quoi. Puis, c'est quand même marqueur plus célérité. En fait, c'est Riot. C'est le Riot de Allégeance de Ravnica. Sauf qu'en fait, au lieu de choisir entre l'un et l'autre, tu mets les deux en même temps. T'es là, what, quoi, hein? Donc bon. Non, la carte est très forte. Y a rien à dire dessus. Oui. Éclairer l'histoire, ça coûte... C'est encore une leçon, tiens, bizarrement. Ça coûte 2 et 2 rouges. Défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes, puis piochez autant de cartes. Puis, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, créez un jeton de créature 3-2, rouge et blanche esprit. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça te permet de te défausser de ta main où tu as 6 terrains pour rien, là. Et puis, du coup, après, bah, tu repiocheras 6 terrains et tu seras triste, mais t'auras gagné l'esprit, quoi. Ah, le sel, quoi. Non, mais non, mais là, il est cool. Peut-être... Ouais, non, je l'aurais pas vu à 3, parce qu'à 3, ça rivaliserait avec pas mal d'autres cartes qui existent. Enfin, je veux dire, on a eu l'éveil de Valakut qui était sorti récemment, qui était en éphémère aussi, et c'était tu pioches autant plus 1, mais ici t'as quand même ce petit côté où tu peux avoir une 3-2, et généralement tu l'auras, quoi. Ensuite, on a l'artiste au four à tempête, un nain et chaman 2-2 pour 4, dont un rouge. Il gagne plus 1, plus 0 pour chaque artefact que vous contrôlez, ok. Et il a la sorcellerie, chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère rituel, créez un jeton trésor. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Ah ouais. Ah là 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 là. Il y en a qui pensaient que Birgis c'était bien, quoi. C'est... what, quoi. Non. C'est vraiment très fort. C'est très fort. Bah comme tu dis, il y a Birgis qui existe, qui fait du mana rouge chaque fois que tu lances un spell. Après Birgis, quand tu fais un sort, donc là par exemple tu as les boucles à Kobold, tu pourras pas les faire avec l'artiste au four tempête. Non, ouais. Mais par contre, dans les decks Spellslinger un peu stupides, tu vas vite pouvoir générer 5... Si tu te spécialises en mettant que des cantrips, tu peux, je sais pas, tu peux presque storm en un tour avec ce truc, quoi. Enfin... Oui, parce que contrairement à Birgis qui fait du rouge uniquement, là on fait un trésor, quoi. C'est pas rien non plus. Ouais. Puis pour peu que t'aies par exemple le dragon d'Orpon qui double les manas faits par tes trésors, voilà, enfin c'est... Waouh. T'as aussi Galazet Prismari. Tu peux sacrifier ton... Enfin, tu peux engager juste... T'as même pas besoin de le sacrifier. T'engages ton trésor pour faire 2 manas pour des éphémères rituels. Hein. C'est complètement... voilà, quoi. C'est complètement utile avec l'artiste. Donc ouais, il y a des boucles possibles, hein, voilà. On va pas tout exposer parce que sinon on va prendre 1 heure, mais bon. On passe au vert avec l'alchimiste accompli. C'est une elfe et druide pour 3 et un vert, c'est une 2-5. On peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix et ajouter X mana de la couleur de votre choix, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Très particulier. Ouais, mais après dans les... En plus, les decks, il y a beaucoup de decks Selesnya qui sont basés sur le point de vie, sur le gain de points de vie, pardon. Donc dans ce cas-là, ça te permet de ramper, de faire, je sais pas, 4-5 mana avec par tour. Ouais. C'est plutôt cool.
Après, voilà, ça va être spécifique dans certains decks. Ouais. Le reste du temps, ça sera vraiment pas très bon. Je veux dire, on a suffisamment de d'or qui existent, qui sont bien meilleurs, qui sont bien moins chers. Mais dans le bon deck, ça va vraiment faire la différence. Encore une commune, tiens. Un éphémère qui s'appelle Percé, qui coûte 1 vert. Une créature ciblée acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, et vous piochez une carte. Alors, du coup... Alors déjà, on est en pleine partie de Mage Tower, actuellement. Le tour polo, s'il te plaît. Le tour polo en français. Tour polo des mages, t'es là, what the fuck. Ok. Mais vraiment, c'est extrêmement fort parce que je vais vous demander juste une chose, les gars. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois une carte qui donne le piétinement en éphémère? Pour 1 mana. Et qui fait piocher. Et qui fait piocher une carte. Je pense pas que ça existait un jour. Je veux dire, on a des trucs qui donnent +3, +2, piétinement, voilà, mais ça coûte un peu de mana, c'est en rouge et tout. Mais je veux dire, si vous jouez un deck Voltron, en fait, avec un commandant, où vous dites, bah ok, j'attaque, le mec dit, bah ouais, je vais chum block, et puis boum, percer. Ok, bah voilà, vous pouvez gagner, tuer un joueur, en fait, là-dessus, donc c'est suffisant, quoi, ouais. C'est largement suffisant. Et puis le petit draw, une carte, ça fait toujours plaisir, même si c'est encore en vert, on se demande pourquoi. La renaissance écologique, c'est un rituel pour X2 et un vert. Alors attention, il y a beaucoup de texte. Cherchez dans votre bibliothèque et votre cimetière jusqu'à 4 cartes de créatures ayant des noms différents et qui ont chacune une valeur de mana inférieure ou égale à X. Et révélez-les. Un adversaire choisit 2 de ces cartes. Mélangez les cartes choisies dans votre bibliothèque et mettez le reste sur le champ de bataille. Exilez la reconnaissance écologique. Oh là là. Bon, alors... En gros, pour ceux qui connaissent, il y a une carte qui est bannie en commandeur qui s'appelle Gifts Ungiven, qui est en fait, c'est une carte qui clairement les a inspiré le design de celle-ci, et qui disait, en gros, tu vas dans ton deck chercher 4 cartes qui ont des noms différents, l'adversaire te fait 2 tas avec, t'en mets un dans le cimetière, un dans ta main. Là, c'est un peu l'inverse, parce que tu peux aussi aller chercher dans ton cimetière et proposer 4 cartes depuis 2 endroits différents, et il y en a qui iront en jeu, et les autres iront dans ton deck. Et là, c'est réservé que aux créatures. L'idée, en fait, c'est que pourquoi je fais le parallèle avec, c'est parce que si vous voulez jouer cette carte, il va falloir que vous donniez un semblant de choix à vos adversaires. Il faut que sur les 4 cibles que vous choisissiez, ça fasse le même effet. S'ils choisissent A, B, ou A et C, ou A et B, etc. etc. Donc, pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt pour dire oui, jouez cette carte dans tel deck avec telle carte. Mais c'est un truc qu'il faut garder cette carte à l'esprit. Gardez-la de côté, en tout cas. Parce que ouais. C'est encore une carte qui donne des faux choix, quoi. Et... C'est ça. Généralement, les faux choix, c'est les mauvais choix pour les adversaires. Exactement. Le suivant, c'est la croissance exponentielle. C'est un rituel aussi, qui coûte XX et 2 verts. Jusqu'à la fin du tour, doubler la force d'une créature ciblée X fois. Alors du coup, pour les non-matheux, on va expliquer vite fait. Donc si vous payez x égale 1, bah, vous allez doubler une fois. Si ensuite vous payez x égale 2, bah, vous allez quadrupler la force. Si vous payez x égale 3, bah, vous allez faire x8. Parce que vous doublez la force, puis vous la doublez à nouveau, donc ça fait x4, puis vous la doublez à nouveau, ça fait x8, au niveau de la force d'origine, donc voilà. Et voilà, si vous faites un x égale 4, bah voilà, vous faites x16, donc pourquoi pas. Je pense encore une fois dans des decks très Voltron, très aggro, notamment avec le piétinement bien sûr. Ouais, c'est une carte qui fait gagner quoi, aussi. Surtout si t'as du mana en trop. Parce que mine de rien, le x égale 3, qui est quand même x8 au niveau de la force, c'est quand même pour 8 mana, hein. Donc ça reste assez raisonnable. Surtout en vert. Ouais, complètement. On a le maître symétriste qui coûte 4 dont 2 verts, c'est un rhinocéros et druide. 4-4 qui a la portée. Pourquoi ? On sait pas, mais il a la portée. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force égale à son endurance attaque, elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est très très intéressant en fait. En fait, c'est un truc un peu... c'est un petit gimmick qu'il y a dans l'édition pour les Quandrix. Et je trouve ça sympa en fait, ce fait force égale à l'endurance, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en commandeur. Parce que c'est soit la force et l'endurance sont égales, soit généralement l'endurance est légèrement plus élevée que la force. Parce que c'est pour protéger un peu la créature, quoi. Mais ouais, c'est vrai que les forces et endurance égales, c'est très très courant dans le jeu, quand même. Et enfin, nous avons la maîtrise verdoyante. C'est un rituel, ça coûte 5 et 1 vert, et vous pouvez payer 3 et 1 vert à la place de payer le coup de mana de ce sort. Cherchez jusqu'à 4 cartes de terrain de base dans votre bibliothèque et révélez-les.
Mettez-en une sur le champ de bataille engagé sous le contrôle d'un adversaire si le coût de 4 a été payé. Mettez 2 d'entre elles sur le champ de bataille engagé sous mode contrôle et le reste dans votre main, puis mélangez. C'est Ouais, très intéressant. Ah bah voilà, on n'est pas... On n'est pas d'accord là-dessus, c'est sûr. Moi, je le trouve très très intéressant en fait. Et après, je peux comprendre, mais enfin voilà. Je pense qu'il y a des setups où, ouais, genre si tu joues elfe et que t'as le champion elfe qui donne la traversée des forêts à tous tes elfes, t'as envie d'aller donner une forêt à un mec qui joue pas vert. Sinon, pour 6, 4 terrains, ça... J'ai l'impression que ça fait beaucoup en fait. Pour moi, la maîtrise verdoyante, c'est l'un de ces sorts un peu comme le blanc en fait, la maîtrise blanche, où je le jouerai quasiment jamais pour son coup normal. Ou alors vraiment si j'ai du mana en trop et que je joue touche terre et que voilà, je veux mes landes tout le temps, que les 2 landes que je vais chercher, ben ça tombe bien parce que je vais pouvoir les jouer parce que je joue à easy et du coup bam, ça fonctionne. Donc hop, 2 landes qui arrivent, je pioche 2 cartes, hop, j'ai mes 2 autres landes dans la main, bah hop, je peux encore jouer mes 2 landes dans la main, repiocher à nouveau 2 cartes, enfin bon. Voilà, je pense que dans Aesi et dans les decks touche-terre en général, c'est puissant. Ouais. Voilà, mais en dehors de ça, je le jouerai la plupart du temps pour le coup alternatif à 4 en fait. Okay. Parce que, enfin, je pense que ça reste quand même très raisonnable pour 4 de dire ok, je vais ramper 2 landes de base, certes, mais je vais ramper 2 landes. Bah, tout comme d'autres sorts qui existent, il y en a beaucoup qui existent qui font ça. Hein. Et derrière, j'ai un terrain en plus dans ma main, et j'en ai juste filé en compensation un adversaire. Techniquement, c'est plus fort que les autres sorts qui font déjà le même genre d'effet, quoi. Donc, je le jouerai, hein, voilà, c'est jouable. Après, il faut vraiment un deck qui veut ramper. Mais voilà, comme je dis, Aesi, à mon avis, il va être là. Oh mon dieu, j'ai terrain partout. J'ai Aesi, j'ai pas envie de jouer ça. Hein. Ouais, bah, je sais pas. Voilà, je me dis, allez, tuto 4 landes, 2 en jeu et 2 dans la main. J'ai une version un peu nulle d'Aesi, en fait. Moi, je le fais avec des créatures et je les dégage. Okay. Mais bon, ouais. Après, voilà, moi, je me dis que ça a l'air quand même intéressant pour Aesi, parce que c'est quand même... Enfin, pour 6 mana, c'est je rentre 2-2, je pioche 4 cartes, et j'ai 2 landes assurées pour repiocher à nouveau, quoi. Donc, voilà. Ok, alors du coup on est arrivé au bout des cartes monocolores et il paraît qu'on va arrêter là cette vidéo puisque on se rend compte qu'elle est extrêmement longue et on n'a pas envie de vous faire une vidéo de 2h30. Oh non. No, je pensais qu'on allait tout avoir. Eh ben non, voilà. Donc non, on se retrouvera très prochainement, on va sortir la deuxième vidéo très très vite pour que vous ayez tout ce qu'il faut vis-à-vis de cette édition. Et voilà, et du coup, ben, on vous laisse ici pour cette première partie de l'analyse de l'extension. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois. C'est une édition qui est vachement riche, honnêtement, j'ai jamais vu un script aussi long. Donc voilà, c'était intéressant. Ouais. En tout cas, si vous avez déjà des avis, des commentaires par rapport à tout ce qu'on a dit sur la première partie de ces cartes, eh ben écoutez, allez-y, let's go, les commentaires sont là. Et puis ben, on se retrouvera pour la prochaine très bientôt. À plus tard.